Pendant longtemps, la Super League turque a occupé une place bien particulière dans le football européen. C'était le championnat des vieilles gloires. Drogba, Schneider, Van Persie, Anelka, des joueurs immenses, souvent déjà sur la fin, mais qui arrivaient en Turquie pour rester compétitifs, gagner des titres, jouer l'Europe et retrouver une centralité qu'ils n'avaient plus ailleurs. La Super League n'était pas vraiment là pour concurrencer les 5 grands championnats européens, elle occupait un espace intermédiaire, celui d'un football intense, populaire, capable d'offrir prestige, exposition et responsabilité à des stars en fin de cycle européen. Puis, progressivement, quelque chose a commencé à évoluer. Depuis quelques années, la Turquie n'attire plus seulement des noms en bout de course, elle commence à séduire des joueurs encore pleinement inscrits dans le marché européen. Mais à l'été 2025, un cap est clairement franchi. La Super League s'est hissée parmi les championnats les plus dépensiers du marché des transferts, avec un total de 421 millions d'euros investis sur le mercato. Fer de lance de cette frénésie, Galatasaray a engagé près de 150 millions d'euros pour se renforcer, se plaçant à la 14e place des clubs les plus dépensiers du continent. Un classement largement dominé par les clubs anglais, dans lequel Galatasaray est le seul représentant hors des 5 grands championnats européens, et où aucun club français ne figure d'ailleurs. Si vous êtes comme moi, vous vous êtes peut-être déjà demandé d'où pouvait venir tout cet argent. Comment un championnat qui gravite autour de la 10e place au classement UEFA depuis plus de 15 ans peut-il aujourd'hui payer des salaires comparables à ceux de l'élite européenne ? Bienvenue dans Muscle ton jeu, et dans cet épisode, on va se pencher sur les mécanismes financiers qui permettent aux clubs turcs de soutenir cette fuite en avant, sur la bulle spéculative qui s'est formée autour de la Super League, et analyser comment la saison en cours pourrait s'avérer cruciale pour la survie du football turc. Pour comprendre comment les clubs turcs ont pu dépenser autant l'été dernier, il faut d'abord comprendre comment ils fonctionnent. On va commencer par les 2 clubs les plus connus, Galatasaray et Fenerbahçe, tous les 2 basés à Istanbul. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ces clubs n'appartiennent ni à des milliardaires ni à des fonds d'investissement privés. Ce sont des clubs associatifs, détenus par leurs membres qui élisent un président. Pour faire le parallèle avec des sujets déjà traités sur la chaîne, c'est le même fonctionnement qu'à Porto ou à Boca Juniors par exemple. À une différence près, car les 2 clubs turcs ont la particularité d'être cotés en bourse. En gros, l'entité qui gère le football, qui paye les transferts et les salaires des joueurs, est une société privée, mais qui est contrôlée majoritairement par l'association. De cette manière, les socios gardent le pouvoir politique tout en faisant rentrer quelques actionnaires au capital, mais ce système est bancal car personne n'est vraiment là pour absorber les pertes quand les dépenses explosent. Même si les grands clubs d'Istanbul bénéficient de fanbases énormes, qui achètent des maillots et remplissent les stades, ces revenus sont loin d'être suffisants pour compenser leur politique de transfert plus qu'ambitieuse. C'est pareil dans la plupart des clubs du pays, qui s'ils ne sont pas tous cotés en bourse, fonctionnent tous de la même manière, que ce soit Beşiktaş, Trabzonspor ou Alanyaspor. Autrement dit, les clubs vivent au-dessus de leurs moyens, et si l'argent ne vient pas des investisseurs, ils doivent aller le chercher ailleurs. Et la réponse magique, quand on veut acheter quelque chose mais qu'on n'en a pas les moyens, c'est de demander un crédit. Sauf que lorsqu'on parle des dettes des clubs turcs, on parle pas d'un emprunt court terme à l'agence du coin, mais bien de dettes massives, contractées auprès des établissements bancaires les plus connus de Turquie, dont certains sont affiliés à l'État. Selon les périodes et les sources, la dette cumulée des 3 grands clubs d'Istanbul, Galatasaray, Fenerbahçe et Beşiktaş, se situe entre 1,5 et 2 milliards d'euros. Les chiffres exacts varient d'une saison à l'autre, mais la tendance, elle, est constante, la dette ne diminue pas structurellement. A l'inverse, elle ne cesse d'augmenter, et les présidents des clubs sont devenus des experts dans l'art de la négociation pour repousser et restructurer leur financement. Car pour éviter l'asphyxie, les banques et les clubs ont mis en place des montages de restructuration. Concrètement, plusieurs dettes sont regroupées en un seul prêt, les échéances sont allongées sur 10, parfois 15 ans, et certains remboursements sont temporairement repoussés, voire complètement gelés. Ce système permet aux clubs de continuer à fonctionner normalement, payer les salaires, recruter et rester compétitifs, mais il a une contrepartie très claire, le présent des clubs est financé par de l'argent futur. Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que les banques acceptent de continuer à repousser les échéances ? Et la réponse, elle est en fait assez simple, parce que l'alternative serait bien pire. Provoquer la faillite de ces institutions historiques, qui comptent sur des millions de supporters dans le pays et partout en Europe, aurait des retombées catastrophiques en Turquie, en plus de la perte financière immédiate. En restructurant la dette, les banques ne financent pas un projet sportif, elles gèrent un risque, elles préfèrent étaler les remboursements, gagner du temps et espérer récupérer au moins une partie de leur argent, plutôt que d'assumer une perte sèche tout de suite. Autrement dit, ce système ne repose pas sur la confiance dans l'avenir du football turc, mais sur le refus collectif d'en assumer l'effondrement. C'est la définition exacte d'une bulle spéculative. Un système qui continue de fonctionner, non pas parce qu'il est sain, mais parce que tout le monde accepte de repousser le moment où il faudra en payer le prix. Sauf que la dette et les prêts bancaires n'expliquent pas tout.
il y a un autre phénomène beaucoup plus subtil qui permet aux clubs turcs de tenir malgré cette fuite en avant. Car en Turquie, les clubs gagnent une partie de leur argent en euros. Les primes UEFA, les droits télé internationaux, les bonus européens, tout est payé en monnaie dite forte. Mais en face, la grande majorité des dépenses du quotidien, les salaires, le fonctionnement, les charges, est payée en livres turcs. Et cette monnaie, elle s'est effondrée depuis quelques années. Et j'exagère pas, la livre turque connaît une inflation massive, parfois au-delà de 50 voire 80%. Concrètement, 1 euro vaut de plus en plus cher en livres à mesure qu'on avance dans le temps. C'est un problème pour la population turque qui voit son pouvoir d'achat diminuer, mais pour les clubs qui touchent des primes UEFA en euros, c'est une véritable aubaine. À court terme, c'est ce qu'on appelle un effet de levier. Les clubs peuvent afficher des masses salariales élevées en livres et rester compétitifs sans que le poids réel de ces dépenses n'explose immédiatement. Les économies réalisées à ce niveau leur permettent de payer les salaires de joueurs comme Sané, Osimhen ou Ederson. Mais ce mécanisme ne crée aucune richesse, il ne fait que déplacer le problème. Plus la monnaie se déprécie, plus les clubs deviennent dépendants de l'Europe, et plus le fossé se crée avec ceux qui, justement, ne jouent pas les compétitions continentales. Chaque qualification européenne devient vitale et chaque élimination devient un choc. En Turquie, les présidents des clubs ne sont pas des propriétaires, ils sont élus, donc leur légitimité repose presque exclusivement sur le résultat immédiat. Gagner, c'est survivre politiquement, perdre, c'est s'exposer à une contestation immédiate. Dans ce contexte, les prises de parole deviennent plus radicales, les décisions plus impulsives et la frontière entre gestion sportive et gestion émotionnelle se brouille. En décembre 2023, un arbitre de la Super League a été violemment agressé par le président d'Ankara Gucci à la fin d'un match, au point que les championnats ont été suspendus pendant une semaine. Les fédérations d'arbitres ont évoqué la possibilité d'une grève généralisée et de nombreux arbitres exercent aujourd'hui leur droit de retrait sur certains derbys trop explosifs. Dans un championnat où chaque qualification européenne conditionne la survie financière d'un club, chaque décision arbitrale devient un enjeu majeur. Dans ce contexte, les arbitres deviennent des points de fixation, pas parce qu'ils seraient nécessairement plus mauvais qu'ailleurs, mais parce que les conséquences de leurs décisions sont devenues disproportionnées. Lors du derby entre Galatasaray et Fenerbahçe la saison passée, la fédération turque a fait appel à Slavko Vincic, un arbitre international slovène, pour officier la rencontre et lever les doutes sur une potentielle partialité de l'arbitre. Une anecdote un peu lunaire qui traduit le climat de tension grandissant dans le championnat turc. Les clubs turcs dépensent pour dominer la ligue, oui, mais surtout pour se qualifier et rester compétitifs en Europe. Alors la vraie question, c'est pas de savoir si les clubs peuvent encore dépenser, c'est de savoir ce que ce modèle produit réellement quand il est mis à l'épreuve. Et pour le comprendre, il suffit de regarder la saison européenne en cours. Au tout début de la saison, la Super League comptait 5 clubs engagés en Europe. Galatasaray avait la tâche la plus facile, en étant qualifié d'office pour la phase de groupe de la Ligue des Champions. Malgré un parcours chaotique et de grosses défaites, ils ont réussi à s'inviter en play-off avec quelques coups d'éclat à domicile. Pour Fenerbahçe, il fallait passer par les tours préliminaires. Rentré en lice au 3e tour, le club d'Istanbul n'a pas eu le tirage le plus clément avec Feyenoord. Ils perdent d'abord le match aller d'une courte tête à Rotterdam, avant de s'imposer 5-2 à domicile dans un match fou, porté par la ferveur des quelques 40 000 supporters présents. Malgré ce bon résultat, l'équipe se fera sortir par Benfica en barrage, sur le score cumulé de 1-0, incapable de marquer le moindre but sur la double confrontation. Ce revers signera la fin de Mourinho, qui a depuis rejoint Benfica. Le club est donc reversé en Europa League, et après une défaite 3-1 contre le Dynamo Zagreb au premier match, ils se sont bien relevés et avec 12 points ont réussi à accrocher les playoffs. De leur côté, Beşiktaş et Trabzonspor ont tous les deux été éliminés dès les tours préliminaires. Deux clubs historiques, deux institutions du football turc, mais aussi deux clubs structurellement fragiles. Trabzonspor et surtout Beşiktaş reposent sur un modèle très similaire aux deux géants. Des clubs associatifs, une pression du résultat immédiat, des masses salariales élevées et une dépendance quasi permanente au financement externe. Puis vient le contre-exemple avec Samsunspor. Pour sa première participation européenne, le club s'est qualifié en Conference League et a réalisé un parcours plus que respectable, au point d'atteindre les barrages avec une solide 12e place. Contrairement aux autres clubs engagés cette saison, Samsunspor n'a pas changé d'échelle à l'été dernier. Pas de stars surpayées, pas de masse salariale hors de contrôle, le plus gros achat n'a même pas atteint les 5 millions d'euros. Un club qui nage à contre-courant dans une Super League plus dépensière que jamais, mais en réalité, c'est peut-être le modèle le plus sain du championnat aujourd'hui. Avec un effectif cohérent et solidaire, le club peut espérer au moins un 8e de finale en C4, avec une manière de penser le football plus proche des clubs d'Extraklasa que des géants de la Super League. Là où les grands clubs turcs abordent l'Europe comme une obligation vitale, Samsunspor l'a abordé comme un bonus, et paradoxalement, c'est ce qui lui a permis de mieux s'en sortir. Le club sait qu'il n'aura pas accès aux primes UEFA chaque année et profite donc de cet argent tant qu'il est là, réinvesti dans ses infrastructures et son développement, plutôt que de tout miser sur un succès immédiat. Bien sûr, son président n'a pas la pression que subissent ceux du Gala ou du Fener, finir dans la première moitié de tableau est déjà une victoire en soi, et il a donc plus de marge de manœuvre. Au fond, le problème du football turc n'est pas qu'il dépense trop, c'est qu'il dépense sous contrainte. Sous la contrainte d'un système politique et social, où perdre n'est jamais une option,
sous la contrainte de la dette et de la fluctuation de sa monnaie. La Super League ne manque ni de passion, ni de talent, ni de club historique. Elle manque de temps pour construire. Du temps pour accepter qu'une saison ratée ne soit pas une catastrophe, du temps pour que l'Europe redevienne un objectif et non une condition de survie. Mais au-delà de la Turquie, la Super League pose une question qui dépasse largement ses frontières. Et si ce championnat n'était pas une exception, mais une version accélérée de ce que le football européen est en train de devenir? Un football où l'Europe n'est plus du tout une récompense, mais plutôt une obligation, où la stabilité dépend de performances immédiates et où tenir devient plus important que construire. La vraie question, c'est celle-ci: combien de temps ce modèle peut-il tenir avant que la réalité sportive, financière ou politique ne rattrape la Super League? Car une bulle ne disparaît jamais du jour au lendemain, elle s'étire, elle se normalise et puis un jour, elle cesse simplement de flotter. Le football turc n'en est peut-être pas encore là, mais il n'en a jamais été aussi proche, et si la Super League n'annonce pas ce que le football européen sera forcément, elle en esquisse peut-être la trajectoire la plus inquiétante. Pour vous, est-ce que ce serait pas déjà similaire à ce qu'on voit en France avec les droits télé, ou en Espagne? Est-ce que vous pensez que le football européen peut revenir sur un modèle vertueux, ou à l'inverse qu'on va droit dans le mur? Donnez-moi votre avis en commentaire, moi je vous dis à la prochaine, et surtout... Mise de ton jeu.